Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, c'est fait, Kélé Fassal a décidé de briser le silence en passant aux aveux ce mercredi. Face aux journalistes, le président controversé de la Cour constitutionnelle a dit sa part de vérité dans le contentieux qui l'oppose à ses pairs. Vous l'entendrez dans ce journal. Rentrée scolaire 2018-2019, début timide dans les écoles ce mercredi 3 octobre. Si certains mettent cela sur le compte de la grève du SLEG, d'autres pensent le contraire. Vous suivrez le constat de nos reporters dans ce journal. Sport football, la Guinée affronte les 12 et 16 octobre prochains le Rwanda dans une double confrontation dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019. Paul Put a rendu public la liste des 23 joueurs retenus. C'est tout pour les titres. Et une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La page Kélé Fassal est-elle définitivement tournée à la Cour constitutionnelle? C'est l'impression que certains pourraient avoir après cette image d'hier à la cérémonie de la célébration des 60 ans de la Guinée. Mohamed Lamine Bangoura installé confortablement à la loge officielle à la place réservée au président de la Cour constitutionnelle. Par rapport justement à cette crise de la Cour, Kélé Fassal a brisé le silence ce mercredi devant un parterre de journalistes à la Maison de la Presse. Le président controversé de la Cour constitutionnelle a dit sa part de vérité sur la crise actuelle. Suivez un extrait de sa sortie. Après la proclamation le 31 octobre 2015 des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 et les audiences de prestation de serment et d'installation du professeur Alpha Condé dans ses fonctions de président de la République, la Cour constitutionnelle a organisé à Koya du 22 au 24 décembre 2015 une retraite à l'issue de laquelle le règlement intérieur a été révisé avec la création d'une commission financière dotée de plus larges pouvoirs dans la gestion du patrimoine de la Cour. 7 de 9 membres ont signé le dit document. À compter de cette date, la Cour a été paralysée, les 7 membres refusant de participer aux audiences. Pour ne pas paraître comme l'élément bloquant du fonctionnement de la Cour, j'ai dû me résoudre à la mise en place d'un comité de trésorerie composé de 3 membres de la Cour et du DAF. Cette mise en place a été effective le 11 février 2016. J'étais dans l'attente du dossier des 2 représentants désignés par l'Institution nationale indépendante des droits humains pour vérifier s'ils satisfaisaient eux aussi aux critères posés par l'article 100 de la Constitution quand j'appris à la télévision la lecture du décret de confirmation des 2 représentants de l'INID à la Cour constitutionnelle. L'examen du dossier des 2 représentants de l'INID fait apparaître clairement qu'ils ne satisfont pas à une condition majeure édictée par l'article 100 de la Constitution qui dispose: la Cour constitutionnelle comprend 9 membres âgés de 45 ans au moins, soit pour leur bonne moralité. Le vendredi 13 juillet 2018, j'ai appris à la télévision, à l'occasion du journal de 20h30, la date et le lieu de la prestation de serment de 3 membres de la Cour constitutionnelle. Je ne me suis pas rendu à cette cérémonie pour ne pas apporter ma caution à une violation flagrante des dispositions de la Constitution et de la loi organique. Voilà, à l'instant, Kélé Fassal à la Maison de la Presse. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions d'information.
Nous sommes mercredi 3 octobre, lendemain de la fête de l'indépendance. Cette date a aussi été choisie par le ministère de l'Éducation nationale pour appeler les élèves à reprendre le chemin des classes. Pour cette première journée, certains établissements privés dans la commune de Matoto n'ont pas connu d'affluence. Les élèves ainsi que les enseignants n'ont pas massivement répondu présent. Mohamed Valek Touré, Abakardine Camara ont fait le tour de quelques écoles. Suivez. Ce mercredi 3 octobre, l'école guinéenne ouvre ses portes. Dans cette école privée de Matoto, les élèves sont absents. Quelques encadreurs trouvés sur place achèvent les préparatifs. On doit aussi penser à l'avenir de la nation. Quand les enfants restent à la maison comme ça, sans venir à l'école, les enseignants aussi restent à la maison sans venir travailler, là, on a failli à l'avenir de notre nation. Nous avons eu 2 enfants qui se sont présentés, on a été obligé de les laisser rentrer. On ne peut pas faire les cours avec 2 élèves. Voilà, donc l'encadrement est présent, mais les enfants n'ont pas répondu et je pense que les parents n'ont pas laissé les enfants venir à l'école. Dans cette autre école, pas d'affluence non plus. Certains élèves viennent s'inscrire. Les encadreurs attendent avec espoir lundi prochain pour entamer effectivement la nouvelle année scolaire. Et ce lundi, je sais que chez nous, les élèves viendront. Ça, je suis convaincu de cela. Et souvent, nous subissons. Parce que souvent, nous avons des problèmes. Vous avez des problèmes? Oui, souvent, quand il y a la grève, tant que les élèves des écoles publiques sont à la maison, nous n'avons pas de problème. Mais dès qu'ils viennent à l'école, vous savez, nous sommes entourés de grandes écoles publiques, telles que le lycée Senghor et le collège Guinée-Fodé. Donc, s'il n'y a pas d'enseignants, à leur retour, généralement, nous sommes attaqués. La grève du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a démarré ce mercredi. Les enseignants du privé craignent des conséquences qu'elle pourrait avoir sur le déroulement des cours dans leur établissement. La grève, là, a des conséquences négatives sur nous les privés, généralement. Vous avez vu? Vous connaissez cela? Non, ça c'est clair, ça a des conséquences négatives. Parce que quand le public n'est pas en cours, forcément, il vient nous empêcher. Dans les écoles publiques sillonnées par nos équipes, là encore, les élèves ont brillé par leur absence. Cette ouverture morose des classes serait liée à diverses raisons. Certains parlent de l'impact de la grève déclenchée par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée-Slègue qui ont appelé les enseignants à boycotter cette rentrée scolaire. Djibril Ba Yacouba Traoré pour le constat. Dans les 2 premières écoles que nous avons visitées d'abord, le constat montre que la rentrée scolaire n'est pas effective. La raison principale évoquée ici par les enseignants, c'est la rénovation du lycée et du collège. Les élèves ne sont pas pratiquement venus. On constate quand même la présence de quelques enseignants. Tout cela pourrait être une contre-vérité, c'est du moins l'avis des observateurs qui parlent de la grève déclenchée par le SLEG qui revendique 8 millions de salaires de base pour les enseignants. Nous nous inscrivons tous dans la dynamique du pluralisme syndical. On reconnaît au SLEG le droit de la grève. La grève est un droit constitutionnel. Mais à mi-parcours, on ne peut pas donner un jugement de valeur. Les représentants de l'inspection générale et du conseil juridique de l'éducation exhortent les responsables des établissements scolaires à une rentrée effective. Sur place, ils ne sont visiblement pas satisfaits de l'atmosphère des écoles qui les ont reçus. Vous, professeurs qui êtes venus aujourd'hui, il faudrait que demain, que ce soit le surnom, mais aucun de vous ne devrait s'abstenir de venir demain parce qu'aujourd'hui, ils sont venus, il n'y a pas eu cours, donc mieux vaut ne pas continuer à venir. Non, plutôt, c'est l'inverse. À l'école primaire de l'aviation, même constat, des enfants n'étant pas en uniforme sont venus se déambuler ça et là au regard désolant d'un nombre insignifiant d'instituteurs. Cette rentrée scolaire ratée n'explique pas pourtant la revendication salariale du SLEG, se défend ce proviseur du lycée Ahmed Sékou Touré. Je connais au jour d'aujourd'hui les difficultés financières dans lesquelles l'État est en train de traverser. J'en connais consciencieusement en tant que patriote. Pour cela, je voudrais que mes collègues se ressaisissent un tout petit peu. Il ressort que le système éducatif guinéen subit de nombreuses perturbations il y a presque 3 ans. Les rentrées scolaires, elles, n'ont toujours pas été à la hauteur des attentes des responsables pédagogiques.
Dans le même sillage, à l'enseignement supérieur également, cette rentrée scolaire et universitaire n'est pas totalement effective. Sur les raisons de cette situation, le ministre de l'enseignement supérieur a une explication différente de celle liée à la grève du SLEG. Alpha Yelo Baldé était l'invité des Grandes Gueules sur la radio Espace. On l'écoute. Chaque rentrée universitaire, le jour de la rentrée, il y a très peu d'afflux, très peu d'affluence. Oui. Ça s'est toujours constaté comme ça. Chez nous, la rentrée, c'est aujourd'hui. Les cours débutent le 8. Okay. Et en ce qui nous concerne, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur ne nous a pas fait part d'une grève quelconque. Parce qu'il y a un syndicat uniquement pour l'enseignement supérieur qu'on appelle le syndicat autonome de l'enseignement supérieur, je me souviens très bien. Ouais. Donc à ce stade-là, je n'ai aucune information là-dessus. Je sais que la rentrée, c'est aujourd'hui, mais l'affluence, il ne faut pas s'y attendre. Parce qu'il y a beaucoup de préparatifs encore en cours. Un autre débat fait polémique depuis quelques jours, c'est le coût de la formation dans les universités publiques qui passe de 1,5 million à 3 millions de francs guinéens. Plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer cette mesure du ministère de l'Enseignement supérieur. Alpha Yelo Baldé, le ministre, apporte des précisions sur cette question. On l'écoute à nouveau dans l'émission Les Grandes Gueules. Je vous donne cet arrêté qui a été signé en 2001 par le doyen Eugène Camara, qui institue les formations payantes dans les universités publiques. Ouais. Donc ça fait 17 ans que ça se fait. Ça n'a pas commencé cette année, ça n'a pas commencé l'année dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons constaté qu'il y a un peu d'abus et il y a une certaine concurrence déloyale vis-à-vis des universités privées. L'année dernière, par exemple, Symphonie a pris plus de 1000 étudiants en formation payante. J'ai convoqué le recteur de l'époque dans mon bureau pour dire que ce n'est pas normal. Et il m'a dit que c'est le responsable de la solidarité qui n'a pas suivi les instructions et celui-là a été suspendu pendant un moment. Et cette année, j'ai eu plusieurs discussions formelles et informelles avec des responsables d'universités privées qui disent qu'il faut nous aider à pouvoir continuer à fonctionner. Nous avons décidé en ce moment de pourquoi nous en sommes partis à 3 millions. Les gens payent 1,5 million. 1,5 million, ça veut dire que tout le monde a accès pratiquement. Alors que par ailleurs, l'enseignement privé facture en moyenne aux alentours de 2,5 millions. Donc ça fait une concurrence déloyale. Donc cette année, on a dit personne en dessous de 11 n'ira en formation payante dans une université publique. Deuxièmement, le nombre de places est limité. Et je crois que j'ai entendu l'un de vos journalistes la dernière fois qui disait que c'est des classes à part. Non, c'est pas vrai. Pour clore ce chapitre, il faut rappeler en plus bref que des violences ont été enregistrées ce mercredi dans la haute banlieue de Conakry, à Symphonia et à la cimenterie notamment, où des jeunes ont érigé des barrages pour, dit-on, protester contre la fermeture des classes. Selon la police, 4 des jeunes manifestants ont été mis aux arrêts. L'ordre a aussi été rétabli, a indiqué le porte-parole de la police. Les acteurs de la société civile guinéenne dressent un bilan positif de la célébration de l'an 60 de l'indépendance au Grand Stade de Conakry hier mardi 2 octobre. Le réseau Jeunesse Afrique Guinée, le Conseil national des organisations de la société civile et même certains juristes ont fait une appréciation de cette fête nationale. Ils appellent tous à l'unité et à la cohésion sociale. C'est un reportage que nous signent Makiso et Ibrahima Sori Kamara. Les forces spéciales. D'une manière générale, les acteurs de la société civile sont unanimes sur la réussite de la célébration de l'an 60 de l'indépendance guinéenne. Pour le Conseil national des organisations de la société civile, les Guinéens ont un devoir qui est celui d'assumer leur histoire dans toutes ses facettes. Et cette histoire de la Guinée doit être écrite, elle doit être dite. Et l'État a l'obligation, si le gouvernement a osé assumer cette indépendance et toute la population l'a accompagnée, elle doit oser poser le débat sur la vérité des faits historiques pour que chacun soit rétabli dans sa dignité, dans son honneur. Même son de cloche chez certains observateurs, à l'occurrence le juriste Mamadi Kaba, qui persiste sur la nécessité de mettre tout en œuvre afin d'édifier les fils du pays. Et beaucoup de chefs d'État africains, beaucoup de délégations africaines qui ont répondu à l'appel du peuple de Guinée. Et c'est vraiment dire que les Guinéens, avec toutes les divergences possibles en matière politique, ont su répondre parce que hier, la fête, la joie était nationale. Le réseau Jeunesse Afrique Guinée, RASGI, au-delà de l'appréciation des festivités, a organisé une conférence qui a eu pour thème Jeunesse et indépendance. La nouvelle génération a besoin de savoir qu'est-ce que nos frères d'Aror ont joué
dans le cadre de la création de notre pays à l'indépendance, pour que nous autres, nous puissions nous en servir aujourd'hui pour le développement socio-économique de notre pays. Alors, le conférencier, il y a eu vraiment un échange très franc et très sérieux entre les jeunes et le conférencier qui ont abouti vraiment à la très bonne coopération parce qu'il y a eu beaucoup de désinformations. 60 ans d'indépendance, tout n'est pas rose. Les uns et les autres demandent l'ouverture d'un vrai débat entre les Guinéens pour retracer l'histoire au bénéfice de la nouvelle génération. Dans le même sillage, le stade Cabinet Kouyaté de Matoto a refoulé du monde hier mardi à l'occasion de la célébration du 2 octobre, fête de l'indépendance nationale. Un concert géant a permis aux Guinéens de célébrer l'an 60 de la République de Guinée. Le groupe Adafo Media, à l'origine de cette initiative, a voulu contribuer à sa façon à cette grandiose manifestation. Constat et reportage, Mamadou Boy Diallo, Mohamed Alucine Camara. C'est un grand coup réussi par le groupe Adafo Media en organisant cet événement culturel à l'occasion de la fête d'indépendance. Le stade Cabinet Kouyaté affiche plein pour ce spectacle où plusieurs artistes, notamment Abbassi Sané, Djelissa Yon Kouyaté, Cheikh Penor, Soul Banks ou encore Koundou Waka ont fait des prestations qui ont émerveillé le public. Ce public essentiellement jeune a savouré cet instant avec joie et enthousiasme. Des personnalités comme Domani Doré ou encore la fille du défunt président Ahmed Sékou Touré, père de l'indépendance, étaient aussi de la partie. Le spectacle a pris fin vers 22 h avec au bout un rendez-vous qui a tenu toutes ses promesses. Beaucoup se demandent où se tiendra la prochaine fête de l'indépendance de notre pays en 2019. Ce sera bien à Kindia, la ville des agrumes, qui abritera ces festivités après Conakry hier. Ce sont les autorités de Kindia qui ont annoncé la bonne nouvelle hier à la place des Martyrs où avaient lieu des défilés, les prestations artistiques prévues à cette occasion. Aminata Silla était de la partie. 28 septembre 1898, le colon blanc arrête Samori Touré, l'un des plus grands résistants guinéens, et déclare la Guinée colonie française. 60 ans après, de par la lutte syndicale de ses leaders à l'époque, elle vote non au référendum pour accéder à l'indépendance le 2 octobre 1958. Cette date que les Kanyaka célèbrent ce mardi à la place des martyrs de Kindia comme du jamais vu a débuté d'abord par la visite du ministre de l'Énergie aux malades de l'hôpital régional. Sur place, les autorités et populations de la ville ont tenu à exprimer leur fierté. Le rendez-vous est donc pris pour le 2 octobre prochain à Kindia pour la célébration de l'an 61 d'indépendance de la Guinée. D'ici là, plusieurs chantiers doivent être lancés dans le cadre des préparatifs de la fête. Kindia sera ainsi la 5e ville de l'intérieur à accueillir la fête tournante. Sur un plan tout autre, ouverture ce mercredi à Conakry de l'atelier international sur l'architecture des systèmes d'identification uniques pour l'inclusion et l'intégration régionale. Une fois mis en place, ce système va permettre à chaque citoyen d'avoir un titre d'identification reconnu par les services de l'État. C'est un projet qui concerne les 15 pays de la CEDEAO, mais pour un départ, la Guinée et la Côte d'Ivoire sont les pays pilotes qui sont concernés par ce projet. Mamadou Kalisso, Amara Alexila pour le compte rendu. Durant 4 jours, ces experts guinéens et ivoiriens vont travailler sur l'implantation et la réussite de numérisation des données personnelles. Ils sont assistés par des scientifiques indiens qui, eux, ont réussi cette expérience dans leur pays.
Ce projet est un atout majeur pour le développement des secteurs sociaux de base comme l'éducation, la santé et la justice, souligne le Premier ministre. Il permettra également la mise en place d'un registre national de la population et un registre d'état civil, mais aussi la fourniture équitable et sécurisée de services sociaux aux vrais bénéficiaires, programmes de filets sociaux, allocation de la Caisse nationale de sécurité sociale, etc. L'enrôlement des élèves et étudiants en Guinée, la numérisation du permis de conduire et des cartes grises, la fluidité accrue de la circulation des femmes et des hommes entre les pays membres de la CEDEAO, la fluidité tout aussi accrue des transferts monétaires. Ces experts mettront en place des garde-fous pour éviter le piratage des données personnelles des citoyens et leur utilisation à des fins malsaines. En appuyant ces projets, la Banque mondiale vise 3 objectifs spécifiques. C'est renforcer la coopération, 2, permettre le commerce qui porte la croissance, mais aussi doter les pays d'identifiants pour l'amélioration de leur population par un accès accru aux services de qualité. Le projet d'identification unique pour l'inclusion des populations et l'intégration régionale s'étendra sur 6 ans. Sa mise en place doit prendre 2 ans. Tous les acteurs sociopolitiques seront impliqués pour sa réussite. Détour à l'intérieur du pays, à Gawal notamment, l'une des communes urbaines les plus précaires de la Guinée, la ville manque presque de tout, même des denrées de première nécessité comme l'eau. Les robinets de la Sègue à Gawal sont à sec. La ville n'a jamais été desservie en eau potable selon les habitants. Au-delà de tout, la ville est confrontée à un manque criard d'infrastructures, notamment de routes, d'écoles, de banques. Les appels pressants des populations à l'aide de l'État sont devenus très récurrents. Alceni Bari et Ibrahima Awal Kamara sont de retour de Gawal. Préfecture de Gawal, à plus de 377 km de la capitale Conakry. Nous sommes en plein centre-ville. Route défoncée, détruite par les eaux de ruissellement. Pas de caniveau. Ici, les infrastructures sont quasi inexistantes. Nous avons le problème de la route, le problème d'hôpitaux. Il y a un manque total de personnel. Quand les docteurs sont affectés à Gawal, ils viennent pour prendre service et ils rentrent à Conakry, ils se couchent pour attendre leur salaire. Au niveau de l'éducation, c'est pareil. Il y a des enseignants qui ont été mutés ici en 2016. Il y avait, je crois, 7 ou 11 au lycée. Aujourd'hui, tu ne trouves que 2 ou 3. Ça, c'est un problème. Les jeunes optent pour les taxis-motos ou pour l'exode vers la capitale et les pays voisins. Voilà le terrain de basketball. L'herbe l'a pris d'assaut, inondé par les eaux de pluie. De l'autre côté, c'est la maison des jeunes. Et à mon jeune âge, je me rappelle, c'est ici, on venait à 18 h tous les jours. Et malheureusement, moi, je ne pratiquais pas le sport de volleyball, mais il y a nos aînés qui jouaient ici tous les jours. Mais aujourd'hui, vous voyez, par manque d'infrastructures routières, vous voyez comment est l'état du terrain aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer qu'il y a eu un terrain de volleyball ici. À Gawal, le carburant est vendu au marché noir. Pas étonnant, la ville n'a connu aucune adduction d'eau. À peine si l'on se croirait en Guinée. Hassanatou fait son petit commerce, mais son inquiétude, c'est comment avoir de l'eau potable pour la cuisine du soir. Toutes les routes sont dégradées, il n'y a pas aussi d'eau. Cette année, le manque d'eau nous a beaucoup fait souffrir. On est obligé de se lever à 5 heures pour aller chercher de l'eau très loin dans les quartiers. En dépit du fait que la ville soit desservie par les fleuves Tomine et Komba, Gawal n'arrive pas à se relever. Pour beaucoup, les ressources humaines manquent. Culture à présent, la culture guinéenne a connu de nombreuses mutations de 1958 à nos jours, une véritable priorité de la Première République. Ce secteur va perdre tout son élan en 1984 avec le changement de régime. La politique du régime actuel, quant à elle, œuvre pour le retour de la Guinée sur la scène culturelle mondiale. Malik Sangana Kamara, Ibrahima Sori Kamara nous signe cet autre reportage. La Guinée a été le premier pays francophone d'Afrique subsaharienne à accéder à son indépendance en 1958.
La promotion culturelle découle de la volonté politique du premier président de la République, Feu Ahmed Sékou Touré, de son gouvernement et du bureau politique national du PDG. Les actes posés par ces bureaux ont permis à la jeune République de se faire connaître partout dans le monde. Ahmed Sékou Touré, déterminé à jamais à pouvoir tirer les conséquences de l'indépendance, a pris une décision qui exigeait des artistes guinéens l'authenticité. C'est ainsi que les ballets africains de Guinée, les orchestres nationaux, avec les voix d'Aboubacar Demba Camara, Sori Kandia Kouyaté, pour ne citer que ceux-là, vont faire la fierté du pays. Le premier régime, après l'indépendance de la Guinée, en avait fait une priorité et a su développer la culture guinéenne au point que la Guinée avait connu un rayonnement culturel et historique que peu de pays pouvaient connaître à l'époque. À la fin des 26 ans de règne de Sékou Touré, la junte militaire, une fois au pouvoir, va faire une table rase. Ainsi, la Guinée perd son rang sur la scène mondiale en matière de culture. Le désespoir s'installe chez les créateurs et c'est le libéralisme qui commence. On a connu donc un affaissement, ce qui fait que même les artistes, au jour d'aujourd'hui encore, certains artistes vous diront que ils ont une nostalgie, une certaine nostalgie de la période passée, c'est-à-dire du premier régime, où ils étaient complètement pris en charge. Avec l'avènement de la Troisième République, le budget de ce département longtemps oublié va connaître une certaine amélioration. Actuellement, il est estimé à 200 milliards de francs guinéens. Bandian Traoré se dit optimiste du rayonnement à nouveau de la culture guinéenne comme dans le passé. Je pense que si on continue sur cette lancée, dans quelques années, on pourra effectivement rattraper le rayonnement qui était le nôtre il y a 40 ans ou 50 ans. Le libéralisme culturel a favorisé la création de nouveaux genres musicaux. La musique urbaine est de nos jours une illustration avec la nouvelle génération. Sport football pour clore ce journal et comme annoncé dans les titres, les 23 joueurs du Sili pour la double confrontation face au Rwanda sont connus. Sur cette liste publiée ce mercredi par Paul Put, on constate le retour d'Ibrahima Traoré, l'absence de Pak Konaté et la grande première d'Amadou Diawara avec la sélection nationale. La Guinée et le Rwanda s'affrontent les 12 et 16 octobre prochains dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 au Cameroun. Aboulaye Sadio Diallo. 3 gardiens de but, 8 défenseurs, 6 milieux de terrain et 6 attaquants. Le Belge a choisi ses joueurs pour les matchs du 12 et 16 octobre prochain. Contre le Rwanda, Paul Put reste fidèle à sa logique de travail. Il préfère l'expérience que la jeunesse. Pour les jeunes joueurs, il faut patienter. Nous sommes en train de construire une équipe. D'abord, moi je préfère l'expérience pour assurer ou pour trouver le plus vite possible la qualification. Sékou Kondé et Pak Konaté seront absents. Ibrahim Traoré s'est remis de ses blessures et a bénéficié de la confiance de son sélectionneur. Mais pour ces rencontres de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2019, c'est au milieu de terrain de Mönchengladbach de prouver s'il mérite encore ou pas le capitanat. Nabi Keita était très clair, très sportif, très professionnel pour le dire. Il a pris le brassard. Mais normalement, c'est pour Ibrahim Traoré. Je ne pense pas qu'on a un problème dans ce niveau. Et encore une fois, tout le monde doit se prouver, même les joueurs qui jouent dans des plus grandes équipes. Il va se prouver sur l'entraînement. C'est après que je vais faire mon choix. Il y a une première dans tout, semble confirmer Amadou Diawara, après plusieurs faux bons faits à la Guinée. Le joueur, il a donné sa parole. C'est le vice-président qui va voyager avec lui pour venir et pour prendre la préparation au niveau du Maroc. Il n'y a pas de championnat en Guinée. Paul Put ne sélectionne aucun joueur local. Les infrastructures sportives sont indignes. Il se prépare au Maroc. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par l'équipe technique et celle rédactionnelle d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bonne fête de l'indépendance chez vous. Au revoir.